Alors, deuxième table ronde, innover pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Et d'ailleurs, y participe un des membres de la mission, puisque Bernard Morvan, président de la Fédération nationale de l'habillement et membre de cette commission de concertation du commerce, vous étiez dans la mission Marcon. Axel Verdière-Bargaoui, vous êtes adjointe au maire de Dax, en charge du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Daniel Exartier, trésorier de l'association Achaville, membre élu de CCI, c'est la CCI de Côte d'Or. Et puis Maxime Bréard, coordonnateur national de la Fédération des boutiques à l'essai. Tout à l'heure, on a évoqué ces boutiques à l'essai, un concept donc dont vous allez nous parler et que vous allez nous présenter. Et puis Pierre Blanc, qui est chef de projet du pôle de compétitivité des industries du commerce. Beaucoup d'intervenants, un temps très contraint, vous avez vu la difficulté de l'exercice, mais je crois que c'était aussi la volonté des organisateurs que d'avoir une journée foisonnante, et elle l'est à partir des initiatives que vous portez et des propositions que vous faites tout au long de cette journée. On commence avec vous, Axel Verdière-Bargaoui, donc je le disais, adjointe au maire de Dax en charge du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Alors quand on parle d'innovation à Dax, déjà c'est que vous êtes sur un territoire 100% très haut débit et vous avez souhaité aider les porteurs de projets à intégrer le numérique dans leur réalisation. Il y a déjà des bornes numériques qui sont présentes dans l'espace public pour informer, pour repérer les commerces. Et puis aujourd'hui, vous travaillez à la restructuration des halles avec une requalification des espaces publics. Et ça passe là encore par l'intégration numérique. Peut-être demain un site internet facile d'utilisation, même sûrement. Et puis un drive avec une conciergerie. Qu'est-ce que c'est ce projet aujourd'hui que vous portez ? Bonjour, alors vous l'avez dit effectivement, nous avons fait le choix sur la commune de Dax d'être un territoire tourné vers la mutation digitale et vers le numérique. Nous sommes 100% très haut débit. Et nous avons commencé par travailler sur des produits que nous avons essayé de rendre technologiquement innovants, avec notamment les bornes interactives, qui présentent une offre non exhaustive de tout ce que nous pouvons trouver sur le territoire en matière de commerce et de tourisme, et qui sont conjointement alimentés par tout ce qui est base de données touristique et la base de données qui est gérée par le service management de centre-ville. Nous travaillons effectivement aujourd'hui sur une requalification de Je crois qu'il y a quelques images qu'on pourra voir pendant que vous parlez d'ailleurs. Très bien. Ben voilà. Vous les avez devant vous, si vous voulez. Très bien. Alors voilà. Effectivement, nous travaillons sur cette réhabilitation des halles municipales aujourd'hui. Alors des halles, effectivement, qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Tout simplement un lieu de centralité, un lieu de convivialité sur lequel nous allons faire la promotion de tout ce qui va être circuit court, de tout ce qui va être soutien à la filière locale. Dans le sud-ouest, on a traversé plusieurs crises aviaires notamment, donc il est important pour nous de valoriser aussi, de soutenir ces filières. Et nous avons effectivement voulu avoir un petit côté, un gros côté d'ailleurs innovant, et travailler sur l'innovation sur ces halles, puisque l'idée c'est vraiment d'allier l'innovation et l'authenticité. Donc le projet sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est de créer effectivement un drive sur ces halles, tout simplement pour permettre demain au maximum de consommateurs de pouvoir accéder à cette offre qui sera présente dans les halles. Bien évidemment, il y aura un fonctionnement traditionnel, mais la valeur ajoutée justement, c'est de mettre l'innovation au service de cette authenticité, en proposant donc un drive qui sera en complément d'une interface en fait tout simplement internet sur laquelle l'offre sera présentée, et derrière elle permettra à des gens sur lesquels qui ne sont pas forcément en capacité de venir aux horaires d'ouverture des halles, tout simplement via la conciergerie, avec toujours ce côté humain qu'on valorise vraiment dans les rapports qu'on souhaite mettre en œuvre, donc d'avoir cette proposition de venir récupérer ses achats. Donc, voilà une innovation concrète sur du centre-ville absolument sans précédent, avec justement aussi, parce que vous pouvez le faire, cette requalification de l'espace public, des mobilités, qui dit drive, dit qu'il faut venir chercher ses courses, mais on peut le faire à des heures qui sont adaptées aux nouvelles pratiques urbaines des habitants. Alors ça, c'est le côté innovation, mais il y a un côté aussi défense du commerce en centre-ville que vous menez, et vous n'hésitez pas à appliquer une taxe sur les friches commerciales, mais en faisant de la pédagogie. Oui, effectivement. Alors, on avait mis pas mal d'actions incitatives en œuvre dans la première partie du plan qu'on avait mis en place pour le soutien du commerce. Et la deuxième partie, ça a été effectivement de sensibiliser les porteurs immobiliers
sur tout simplement l'effet généré par la vacance de leurs locaux au niveau de la ville et tout simplement des effets induits qui étaient néfastes pour l'attractivité globale de la ville. Il y a des photos qui sont prises, hein, c'est ça? Alors effectivement, il faut savoir que le pôle développement économique et commercial qui est piloté par notre manager de centre-ville a fait un gros travail en amont de cette mise en place de la taxe sur les friches commerciales, puisqu'elle a travaillé sur effectivement tout ce qui va être locaux vacants et à les recenser, avec des prises de photos, vous le disiez. On a travaillé dans un premier temps à contacter l'ensemble des porteurs de locaux vacants pour les sensibiliser justement à cette vacance-là. Certains n'étant pas proches géographiquement de la ville, on leur a envoyé des photos pour qu'ils visualisent tout simplement à quoi ressemblaient leurs vitrines et leurs locaux. Parce que certains l'imaginaient. Non, mais certains ne le visualisaient pas forcément. Donc là, pour le coup, c'était très parlant. En les informant qu'effectivement, le pôle développement économique et commercial était à leur disposition pour les accompagner sur la mise en relation avec des porteurs de projets. Ça, c'était la première étape. La seconde, ça a été les prévenir qu'on allait mettre en œuvre la taxe sur les friches commerciales. Et la troisième, en l'occurrence, que nous avons mis en œuvre en octobre 2014, ça a été la mise en œuvre de la taxe sur les friches commerciales que nous avons volontairement choisi de porter à son taux maximal dès le démarrage parce qu'on voulait vraiment qu'il y ait tout simplement un impact fort sur les porteurs immobiliers. Ça nous a permis de renouer le dialogue avec les porteurs immobiliers parce que ce n'était en aucun cas notre levier fiscal, mais vraiment un outil de tout simplement recommunication avec ces porteurs. Il faut qu'ils soient sensibilisés à l'importance qu'ils ont d'avoir des loyers qui soient cohérents, qui soient abordables pour les porteurs de projets. Et puis oui, ça marche puisqu'on a 3 semestres consécutifs de baisse de notre vacance commerciale. Donc après, on sait très bien que rien n'est fait, rien n'est acté. Il y a encore de gros chantiers, mais pour autant, ça va plutôt dans le bon sens. Merci. Avec votre voisin Daniel Exartier, on va parler numérique, puisque, je le disais, membre élu de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Or. Vous avez créé l'association Achaville, dont vous êtes le trésorier. Alors Achaville, c'est un dispositif de promotion, d'accompagnement du commerce de proximité. On dit que les commerçants français, malheureusement, ne sont pas assez équipés multicanal. Alors, vous avez déjà presque tout dit. Je ne sais pas ce que je vais ajouter. Non, mais c'est vrai que tout à l'heure, ça a d'ailleurs été évoqué lors de la précédente table ronde. Il y a peu de commerçants qui possèdent simplement un site. Ils sont à peine 30%, donc c'est tout à fait désolant, puisque aujourd'hui, nous savons très bien que pour l'attractivité des territoires, alors qu'ils soient petits, grands, moyens, enfin peu importe, il faut que le commerce et le service soient présents. Si ces deux branches-là ne fonctionnent pas, il est certain que Madame le maire va me confirmer, il n'y aura personne dans la ville, donc on ne trouvera rien. Donc pour ça, il faut que le commerçant, non seulement il puisse répondre localement, mais maintenant, il faut qu'il parle aussi à sa proximité. Et sa proximité, elle est souvent très immédiate, on le constate dans le commerce via le net, puisque vous avez des personnes qui, aujourd'hui, il faut le savoir, 90% des acheteurs en magasin vont déjà se renseigner sur Internet. C'est-à-dire, quand ils pénètrent dans un magasin, ils ont déjà une idée du produit et très souvent du prix. Donc, il est primordial que le commerçant soit présent sur ce circuit. Et puis, il faut savoir aussi que ça représente, vous le savez, un chiffre d'affaires conséquent, puisqu'en 2017, nous étions à près de 82 milliards et qu'en 2018, nous attendons 100 milliards. Et ces 100 milliards, il n'y a pas de raison que les commerçants dits basiques même dans une petite ville, dans un bourg ou même dans les grandes villes, ne soient pas aussi les bénéficiaires de ce produit, puisqu'il faut savoir que l'achat moyen est autour de 70 €. Donc, on ne perd pas son temps quand on met en place un site Internet. Alors, ce site Internet pour Achaville, donc, qui a été créé, comme vous l'avez dit, en l'an 2000, grâce d'ailleurs au CCI. Et je dois dire qu'à l'époque, les CCI avaient des revenus beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui, et ils l'ont très très bien employé. C'en est un exemple, puisque 18 ans plus tard, Achaville est toujours là. Alors Achaville, ce n'est pas un concurrent des prestataires indépendants, non, c'est simplement pour mettre le pied à l'étrier à un commerçant basique qui n'ose pas aller concurrencer les grands distributeurs. Et c'est justement un travail pédagogique et qui en plus
est très peu onéreux, puisqu'on commence à 15 € mensuellement pour aller jusqu'à 50, selon le produit qu'on veut mettre, quelle vitrine on veut mettre en place. Donc aujourd'hui, pour donner cette attractivité du territoire, non seulement le commerçant, je vous l'ai dit, il doit être présent là dans son magasin, mais il doit être présent aussi ailleurs, et il doit être présent 24 heures sur 24. Et quel est le meilleur moyen? Eh bien, c'est bien celui du net. Et d'autre part, si son commerce est un petit peu plus florissant grâce au net, forcément, l'attractivité du territoire va s'en ressentir. Et on va donc afficher une meilleure offre. Et donc, Achaville est à la fois donc une centrale d'achat pour permettre à des commerçants d'accéder à des services faciles pour numériser, avoir une vitrine numérique, et puis aussi à une fonction de formation, d'animation des commerçants qui vous rejoignent. Oui, alors je vous corrige, il ne s'agit pas d'une centrale d'achat. Hein. On mutualise les sites. Il faudra corriger votre site alors. Voilà, oui, on mutualise les sites de façon à arriver à un prix intéressant. Et donc, l'objectif, c'est ça, oui, c'est de les former. Ce n'est pas de les garder à Achaville, c'est de les former et qu'eux-mêmes, après, ils créent leur site propre, peut-être même en conservant celui d'Achaville, peu importe. Mais la première chose, c'est la pédagogie. C'est tout à l'heure, on a parlé des associations de commerçants. Monsieur Palombi a dit ça ne suffit pas. Mais non, ça ne suffit plus. Maintenant, une association de commerçants, il faut qu'elle voit beaucoup plus loin. Et le net, justement, est là pour aider le commerce en général. Et puis, il n'y a pas qu'Amazon dans la vie. Hein. Il y a des commerces qui ont des produits extraordinaires à vendre. Et il y en a beaucoup même qui ont des niches et qui, croyez-moi, font beaucoup d'affaires. Donc, c'est dommage de passer à côté. Et c'est pour ça que les chambres de commerce doivent rester aux côtés des commerçants. Et j'espère qu'il va leur rester encore quelques moyens. Merci Daniel Exartier. Alors, ne pas passer à côté, mais de toute façon, maintenant, c'est une obligation. Pierre Blanc, chef de projet au pôle de compétitivité des industries du commerce, vous inventez, vous réfléchissez à ce commerce de demain, et c'est plus une option, ce que vient de nous présenter Daniel Exartier. Alors, on y réfléchit beaucoup par rapport aux enseignes de la distribution, et je dois vous dire qu'en venant vous retrouver ici, ma préoccupation principale a été de dire finalement en quoi les innovations que nous constatons dans la distribution pourraient être transposables ou auraient du sens être transposées ou au moins réfléchies dans le commerce de proximité. Et il y a de grandes innovations, me semble-t-il, ou deux grandes tendances ou des signaux faibles qui méritent d'être examinés. Le premier, c'est la question du commerce ubiquitaire, de la capacité à développer des surfaces de contact extrêmement multiples avec le consommateur, à la fois avec une proximité qui est dans l'espace, bien évidemment, mais aussi dans le temps ou dans le niveau de maturité d'expression de son besoin. On voit que des organismes comme Amazon essaient d'avoir finalement une interaction avec le consommateur dès avant finalement l'expression du besoin, voire même que l'idée germe dans l'esprit des gens. Vous voyez ce qui est sorti avec Alexa dernièrement, donc ça fait partie des choses comme ça. Et donc ça, c'est cette recherche constante finalement de porosité, de viscosité du commerce avec le consommateur qui s'exprime avec des présences dans les lieux de transit, avec des lockers, des casiers qui s'installent par Amazon, par Ikea, sur les lieux, dans les gares, dans les stations de métro, etc. Dans les centres-villes et dans les espaces de centre-ville. Alors, bien évidemment aussi, et ça fait typiquement partie des enseignements que le commerce de proximité, de mon point de vue, devrait s'approprier. Il y a également des formats commerciaux avec des drives piétons qui vont au cœur de la ville en tant que telle, des organismes comme Franprix qui décident finalement d'avoir des ouvertures 24 heures sur 24 avec, dans la frange 21h, 6h du matin, des magasins automatiques qui permettent d'offrir une offre restreinte. Et alors, des stratégies d'alliance qui sont certainement des opportunités à court terme, mais peut-être des menaces considérables à moyen terme. Et les dernières illustrations, c'est les partenariats Carrefour avec Google, Amazon avec Whole Foods aux États-Unis, Monoprix et Ocado, où là, effectivement, pour mettre un pied direct dans cette omnicanalité très aboutie, ces partenariats, finalement, font manger un peu avec le diable. Donc, de mon point de vue, mais bon, ça se discute, effectivement. Mais ce qui prouve qu'on est dans un univers non seulement concurrentiel, mais qui est en mutation et que vous observez à travers le pôle de compétitivité en permanence. Alors, vous dites maintenant le volet commerce de proximité.
comment il est à l'offensive et quels sont ses atouts aujourd'hui dans ce nouveau paysage. Je dirais que pour que le commerce de proximité finalement avance dans le bon sens, il faut deux choses de mon point de vue. C'est que d'une part, il essaie de s'approprier, alors moyennant toutes les transpositions qui sont nécessaires, finalement toutes les pratiques et les outils qui viennent de la distribution et qui en fait son efficacité opérationnelle. Donc ça veut dire, si je devais employer des grands mots, finalement les enseignes ont fortement développé la fonction marketing, la fonction vente et la fonction logistique, au-delà, je dirais, de l'action spécifique du magasin. Et donc, si je pouvais me permettre cette transposition, il faut encourager les commerçants de proximité à étendre, quelqu'un le disait tout à l'heure, les barrières de leur visibilité au-delà de la vitrine du magasin, en allant bien évidemment sur Internet pour expliquer qui ils sont, pour expliquer leur offre, mais également permettre de répondre aux différentes attentes du consommateur, qui veut énormément de flexibilité, qui veut de la prise de commande, qui veut avoir une visibilité des stocks, qui veut éventuellement une adaptabilité des prix, qui veut également des modalités de mise à disposition du produit extrêmement diversifiées, qui vont du click and collect, la récupération en magasin, le point relais, la livraison à domicile, le casier tel que vous l'évoquiez. Donc il y a toute une maturation des pratiques et des outils à titre individuel qui doit être extrêmement forte. Mais tout ça, ça ne peut pas être géré à titre individuel. Et c'est pour ça que l'initiative de M. Exartier, je pense, est exemplaire, parce que les commerçants de proximité doivent forcément jouer collectif. Et ils peuvent Ou pas comme jouer... ça se passe à Dax aujourd'hui. Exactement. Avec, Ils ne peuvent pas jouer collectif à titre individuel. Il faut qu'il y ait quelque part des instances transverses qui leur permettent de les faire grandir dans leur pratique, qui leur permettent de mettre à disposition des organisations, des fonctions support, des fonctions transverses, des outils informatiques ou autres qui leur permettent de se projeter et de grandir dans leur fonctionnement. Merci Pierre Blanc. Alors, si on revient au commerce physique et celui qui est en centre-ville, avec vous, Bernard Morvan, je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale de l'habillement et membre de la commission de concertation du commerce. Vous étiez, je le rappelle, un des membres de la mission Marcon. Et vous souhaitiez intervenir sur deux aspects particuliers cet après-midi pour nous dire qu'il n'y a pas que l'innovation numérique, il y a l'innovation sociale, mais avant aussi de nous parler d'un concept qui est celui du placemaking. C'est une démarche, bonjour à tout le monde, c'est une démarche plutôt qu'un concept pour l'instant, hein, c'est balbutiant en France. Le placemaking, en fait, c'est l'art de... Je crois qu'il y a quelques images qui vont accompagner votre... voilà. Le placemaking, c'est l'art de faire des lieux vivants, attractifs et fonctionnels dans les villes. C'est en fait remettre l'homme au milieu du village. Ou de la ville moyenne. Du commerce, on va dire. Hein. Car créer des lieux de vie... c'est peut-être aujourd'hui la solution avant de penser à créer des lieux de consommation. Je pense, d'ailleurs, mon voyage à Groningen en Hollande le 7 juin dernier m'a confirmé dans cette conviction. Ils ont réussi quelque chose qui était, pour eux en tous les cas, très compliqué à atteindre, c'est de faire relier des polarités de la ville entre elles avec des distances très raccourcies et où chacune des polarités avait une spécificité. Donc ils ont réussi quelque chose que nous, on pourrait très très bien imaginer. Le placemaking, c'est simplement embarquer dans cette histoire les citoyens et les acteurs économiques, avec bien sûr la puissance publique. Mais le placemaking, aujourd'hui, à mon sens, c'est une solution. On a forcément des exemples en France où des maires peut-être ont déjà mis en œuvre... Je ne vais pas dire sans le savoir, parce qu'à un moment donné, on se dit quand même, quand on rassemble toutes les associations, quand on leur dit de décider quels seraient les 5 lieux les plus importants de leur ville, quand on leur dit de choisir les 3 moments les plus importants qui seront des rituels, finalement, de rencontre entre la population et les commerçants, quand ils mettent en place un parcours progressif dans leur ville pour faire redécouvrir le commerce, car ne nous trompons pas, aujourd'hui, le consommateur ne sait plus ce qu'est sa ville. Aujourd'hui, le consommateur, il prend sa voiture et il s'en va à l'extérieur. Et donc, il faut recréer le lien avec lui. J'ai connu ça par le passé. Il y avait des grandes manifestations pour faire connaître, par exemple, l'armée à la population. Aujourd'hui, il faudrait peut-être faire connaître à la population ce qu'est un centre-ville et quelles sont les étapes qu'il y a dans un centre-ville. On a parlé ce matin de parcours, c'est très bien les parcours, mais il faut qu'ils soient jalonnés. Donc le placemaking, c'est tout ça.
C'est tout ça, le placemaking, et vous dites des lieux de vie à animer, à structurer, à organiser. Et puis, l'autre innovation dont vous voulez parler cet après-midi, c'est aussi l'innovation sociale. Ah bah écoutez, on aura, et je me réjouis de voir autant de monde dans cette salle, nous qui travaillons à la revitalisation des centres-villes, et je salue William Coberlet, le président du Conseil du commerce de France, le conseil qui m'avait confié la mission également d'un travail sur la revitalisation des centres-villes. Et d'ailleurs, allez sur le site du Conseil du commerce de France, vous y trouverez le guide du commerce de centre-ville, un outil à votre disposition également pour trouver les bonnes pratiques et aussi voir qu'est-ce qui peut correspondre à l'histoire de votre ville. En tous les cas, on pourra avoir fait beaucoup de choses pour nos centres-villes. Si les magasins ne sont pas ouverts, on n'aura rien réussi du tout. Alors, vous parlez des amplitudes horaires, des jours d'ouverture. On est au cœur d'une problématique et on sait très bien, nous les commerçants, ce qui nous est reproché souvent, c'est de ne pas ouvrir nos magasins. Alors, sachez que dans l'équipement de la personne, il y a 185 000 points de vente en France. 33,4% de ces points de vente n'ont pas de salariés. Ça veut dire en clair que, 1, il y a un gisement d'emploi auprès de ces magasins qui n'ont pas de salariés, et que 2, pour ceux qui voudraient ouvrir plus, il faut bien sûr qu'on développe et qu'on soit innovant en matière d'emploi pour le commerce de centre-ville. Je pense qu'on peut... Patrick Vignal, tout à l'heure, a beaucoup parlé de territoire zéro chômage, et je pense que c'est une solution une piste, en tous les cas, qu'il faut élaborer et aller au bout de cette démarche, et peut-être rendre les opérations, les périmètres ORT éligibles à l'expérimentation territoire zéro chômage. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le multisalariat. Il y a bien sûr ce que nous disons lorsque nous nous rencontrons avec André Marcon dans notre groupe, c'est il existe les extras dans la restauration, par exemple. Imaginons que dans la tranche horaire de midi à 14h, tous les commerces d'une ville soient fermés. Je vous assure que c'est un handicap et c'est un indicateur de fragilité pour les centres-villes. Il faut résoudre ce problème de l'amplitude des heures d'ouverture de nos magasins. Je suis un commerçant en activité et je sais de quoi je parle quand je vous dis ça, car quand on est seul à ouvrir entre midi et 2, on se désespère de voir nos collègues et ils nous disent moi je ne peux pas, je suis tout seul dans mon magasin, je ne peux pas. Donc là, d'où la nécessité de trouver des solutions, groupement d'employeurs et également... Alors, il y a une mission qui a été confiée par le Premier ministre au CESE. J'ai été auditionné la semaine dernière par la personne, le rapporteur de cette mission. Il a bien entendu les problématiques qu'on expose dans le rapport et l'action Cœur de Ville. Et il pense qu'il y a effectivement quelque chose à faire entre le développement des groupements d'employeurs et Action Cœur de Ville. Merci Bernard Morvan. Passez le micro à Maxime Bréard. On a évoqué d'ailleurs tout à l'heure les boutiques à l'essai et vous êtes le coordonnateur national de la Fédération des boutiques à l'essai. Alors peut-être d'abord une petite définition, parce que quand on dit boutique à l'essai, on pense boutique éphémère. Non, pas du tout. C'est plutôt comme la période d'essai dans un contrat de travail. Oui, alors bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Alors je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que je sais que le timing est assez serré. Donc le principe de la boutique à l'essai... Surtout avoir le temps des échanges. Oui, et de permettre à un porteur de projet, donc ça a déjà été évoqué, on a des actions aussi similaires qui se lancent un peu partout en France et nous on a créé un réseau national à travers une fédération, c'est de permettre à un commerçant, un artisan, donc à un porteur de projet de s'installer dans une boutique physique pendant 6 mois à 1 an, donc on est sur des baux aussi dérogatoires, donc ça c'est un autre sujet, mais on n'est pas nous sur la notion dans un premier temps de bail commercial, mais sur des baux de plus courte durée, avec une idée aussi d'accompagnement derrière de ce créateur et de se dire aussi si ça fonctionne pour cette personne installée dans cette boutique bien située en ville, de pouvoir s'installer de manière plus durable et donc d'avoir cette notion de pérennité. Voilà, pour vous, c'est une expérimentation qui a commencé à Noyon en 2013 et il s'agit donc de permettre à un porteur de projet de tester pendant 6 mois son idée de commerce dans un local de 60 mètres carrés situé idéalement en centre-ville. Aujourd'hui, il y a 60 collectivités territoriales qui sont concernées et surtout, écoutez bien, c'est qu'ils ont, après cette période d'essai, un taux de 85% de confirmation. Et ça, c'est quand même très encourageant. Oui, c'est encourageant et c'est vrai que nous, on insiste beaucoup sur le fait
On est sur une notion de test, mais les porteurs de projets qui s'installent dans les boutiques à l'essai désignées sont aussi très bien accompagnés donc, par des réseaux aussi présents aujourd'hui comme les consulaires, les réseaux aussi initiatives, là où les associations des commerçants qui sont bien entendu représentés dans ces dispositifs, et puis des partenaires, on l'évoquait tout à l'heure, des partenaires privés aussi, hein, des banquiers, des assureurs, des experts comptables, donc une dizaine d'acteurs qui font tous ensemble créer un maillage territorial, un maillage local qui peut déjà exister ou qui peut se créer aussi par le biais de cette action. Et nous, en fait, le principe de la boutique à l'essai aussi s'inscrit, on est dans l'aspect politique, hein, dans une dimension, une stratégie globale. Et la partie commerce, bien entendu, si on est là aujourd'hui, est un enjeu maintenant national. Et donc, le principe des boutiques à l'essai vient aussi d'une adhésion, d'une délibération des élus en faveur d'un dispositif comme ça, pour enclencher une dynamique un peu plus globale sur le commerce. Mais pour que ça marche, il faut qu'il y ait un vrai accompagnement, un mentoring de ces boutiques à l'essai. Oui, c'est vraiment ça. Et nous, c'est le cœur de ce dispositif. C'est parce que le fondateur et le créateur du dispositif est un directeur d'une plateforme initiative. Donc depuis plus de 15 à 20 ans, il accompagne des porteurs de projets. Et dès le début, en appui, donc vous l'avez dit, de la ville de Noyon, de son maire et de son manager de centre-ville, on s'est appuyé par un réseau d'acteurs qui ont ensemble travaillé sur un concept clé en main. Voilà, des projets qui se réalisent, de l'innovation, des propositions. Qui souhaitent intervenir, réagir à ce qui a été présenté? Voilà, il y avait une main tout au fond de la salle et le micro qui est à vous. Merci, bonjour. Vous m'entendez? Pas du tout. Parlez bien fort dans le micro. Et il va se mettre en route tout seul. Bonjour à tous. Je travaille pour l'EPARECA. Je ne sais pas si certains d'entre vous dans la salle connaissent. Voilà, peut-être 2 mots pour vous expliquer ce qu'est cet établissement public sur le commerce. Alors, il s'agit d'un établissement public national qui a pour mission de restructurer et réhabiliter des zones commerciales et artisanales. Et au terme de l'article 54 ter de la loi Elan, l'EPARECA pourra être sollicité pour intervenir au sein des 222 villes visées par le plan Action Cœur de Ville et plus largement pour tous les ORT. Il faut rappeler que l'EPARECA a fait un énorme travail dans les quartiers de politique de la ville. Tout à fait. Donc l'EPARECA existe depuis 21 ans. Donc on a une certaine expérience de l'accompagnement de zones commerciales dans des quartiers en difficulté. Et donc l'idée en fait que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc je suis arrivée récemment à l'EPARECA au titre de responsable innovation. Donc je voulais dire que c'est bien la mission d'un opérateur public que nous sommes d'être précurseur sur l'innovation. Et à ce titre-là, donc l'EPARECA qui accompagne les collectivités depuis des phases très préalables, très en amont, les études, jusqu'à l'exploitation des commerces, puisque nous sommes également bailleurs en fait des centres que nous réhabilitons et que nous louons à des commerçants. On se donne aussi pour mission d'accompagner les porteurs de projets, d'accompagner les commerçants, et notamment sur tout cet aspect de l'innovation. Et d'ailleurs, à ce titre, donc, je salue la Fédération des boutiques à l'essai, avec lequel on a un partenariat sur certaines de nos villes que nous accompagnons. Donc j'invite vraiment les collectivités qui sont intéressées à prendre contact avec l'établissement, puisque c'est aussi la mission de l'État de pouvoir accompagner quand le local fait défaut et de pouvoir vous accompagner dans ces restructurations de centre-ville. Merci. Merci. Alors je rappelle justement à cette occasion que nos débats sont en vidéo, que toutes les ressources issues de cette journée seront tout à fait téléchargeables, utilisables, et que c'était aussi, je crois, ce que souhaitaient les organisateurs, que cette rencontre profite à vos projets, à ce que aujourd'hui vous menez sur vos territoires. Qui souhaite intervenir? Ceux qui n'ont pas pu prendre la parole tout à l'heure, il est encore temps de le faire. Voilà, là-haut, c'est à vous. Oui, bonjour. Donc, moi, je suis Ambroise Mazal, adjoint au maire de Digne-les-Bains dans les Alpes de Haute-Provence, ville-préfecture. Je vais faire une remarque un petit peu générale par rapport à tous les intervenants, mais parce que depuis tout à l'heure, je reste avec un petit sentiment de frustration par rapport à toutes les bonnes idées d'action qui ont pu être énoncées. Donc nous, à Digne, on se lance avec beaucoup d'enthousiasme dans le programme Cœur de Ville, mais d'autant plus d'enthousiasme
qu'on est en train d'insérer dans le programme des actions qu'on prévoyait initialement de développer dès notre élection en 2014. Et sauf que depuis 2014, on a passé quand même un certain temps à faire beaucoup d'efforts pour maintenir les dispositifs existants, du fait notamment qu'on a perdu 15% de dotation financière, après en avoir perdu au mandat précédent, et après en avoir perdu encore au mandat précédent. Donc à un moment donné, nous, on est en train de charger un petit peu la barque dans Cœur de Ville avec beaucoup d'enthousiasme, mais clairement, si les partenaires, si tant est que les partenaires financiers soient au rendez-vous, notre facteur limitant, ça sera quand même l'autofinancement. Donc ça, un deuxième aspect après je rebondis un petit peu sur une dame qui évoquait l'impact des politiques nationales sur nos centres-villes et leur dynamisme. Clairement, la capacité aujourd'hui du maire à intervenir sur le centre-ville avec un budget toujours restreint et toujours plus impacté d'ailleurs par des mesures, des dépenses obligatoires, il se pose. La deuxième chose aussi, c'est que nous, ville-préfecture, dans les 5 dernières années, on a perdu 250 emplois publics, c'est-à-dire 1200 habitants. Et ça, clairement, les professionnels ont pu le mesurer aussi bien sur le taux de vacances du centre-ville que sur l'impact, évidemment, en termes de clientèle sur le commerce. Donc, j'ai envie de dire, nous, encore une fois, et je me joins un peu à un message récurrent aujourd'hui pour dire le dispositif Cœur de Ville, il est bienvenu, il est intelligent, etc. Mais nous, honnêtement, on va jouer le jeu, mais si au terme du programme, on arrive déjà à compenser l'impact de politique nationale qui a quand même fortement affecté notre centre-ville et notre ville en général, ce sera déjà bien. Donc voilà, pensez aussi à d'autres politiques nationales qui impactent nos villes. Merci. Avec les conséquences démographiques que vous soulignez effectivement sur des villes où l'emploi public a une importance dans l'animation du tissu local, tout simplement. Patrick Vignal, tout à l'heure, on a été un peu contraint par le temps. Pourrez-vous repasser le micro Écoutez, moi je partage le sentiment comme l'adjoint de Digne-les-Bains. On est un peu frustré, mais c'est normal, tant mieux, c'est que c'est passionné. Vous savez, cher monsieur, la Caisse des dépôts, c'est 1,7 milliard. Action Logement, c'est plus d'1 milliard. Pour une fois, très franchement, on a une volonté politique farouche. Après, je partage avec vous l'analyse. Chaque fois qu'on sort des services de la ville, écoutez, je ne sais pas si le maire de Béziers est encore là, mais il y a Enidis, pour ne pas les citer, 200 emplois à Béziers, ils sont en train de tout rapatrier à Montpellier. C'est bien les métropoles, mais elles attirent l'économie, la culture, le sport, ce que je parlais de facture territoriale. On ne peut plus continuer comme ça parce qu'on a besoin de loger des gens. Donc le vrai débat, c'est de savoir parler et réfléchir sur l'aménagement territorial. Puis après, tout à l'heure, je voulais répondre par rapport à Amazon et Alibaba. À Paris, il n'y a pas très longtemps, il y a un entrepôt, je le dis devant le ministre de Normandie, Amazon a ouvert un entrepôt. Moi, je suis contre. Je veux bien qu'ils ouvrent un entrepôt, mais qu'ils passent un CDAC comme les centres commerciaux. Et le troisième point qu'on doit avoir, si vous voulez, c'est que ce n'est pas un souci. Vous avez des commerçants, des professions libérales qui ont savoir-faire. L'objectif, c'est de le faire savoir. Et c'est là qu'on a besoin des chambres des métiers. C'est là qu'on a besoin des chambres de l'apprentissage et des régions. Il y a des régions qui ont des fonds qui peuvent mettre à disposition. Le pôle emploi régional d'Occitanie a des fonds. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est faire en sorte que le commerçant, parce qu'à 10 minutes de chez vous, le produit Amazon est dans nos commerces. Donc nous, la France, c'est le plus grand vignoble du monde, c'est un territoire exceptionnel, c'est une qualité de vie. Moi, je n'ai pas envie de vivre comme aux États-Unis, où j'ai mon centre commercial, j'habite et je dors dedans. On a cette qualité en France. Donc moi, je ne veux pas être en contradiction avec les centres commerciaux, puisqu'ils y reviennent chez nous, puisque ça ne vous a pas échappé. Carrefour est en train de faire avec Monoprix une convention avec Amazon. Allons leur piquer les bonnes idées. On a des idées en France, on a de l'énergie. C'est ça la révolution que l'on doit faire. Cette révolution, c'est un projet de société. Et je le dis à Julien, par rapport au logement aujourd'hui,
La Chambre des métiers doit être partenaire. Reloger en ville les gens, c'est de retrouver les artisans, première entreprise de France. Alors ça coûte plus cher de rénover, Monsieur le Président. Ça coûte plus cher peut-être. C'est pour ça qu'il faut ce territoire financier solidaire. Quand vous, les mairies, on sera capable de vous lisser un territoire sur l'agglomération, ça marchera. Et un dernier point, c'est comme ça. C'est dur souvent, travailler, Monsieur Marcon l'a dit, les villes, les agglomérations, les départements. On a voté une loi qui remet les compétences à chacun. La ville, c'est la proximité. Le département, c'est le numérique. Chez nous, dans le département de l'Hérault, ils mettent 300 millions d'euros pour câbler le numérique. Chaque bourg doit avoir Internet. À la région, la formation, le transport. Redonnons du sens au projet politique et je vous garantis que ça marchera. Merci Patrick Vignal. Alors, je crois justement que M. Ménard souhaitait intervenir. Bonjour, Robert Ménard. Donc, je suis le maire de Béziers. Je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire. Honnêtement, nous, l'opération Centre-Ville, c'est un bonheur. On est pour la première fois, j'ai le sentiment qu'on nous demande notre avis. J'ai le sentiment, c'est la mode, qu'on co-construit. En tout cas, bref, qu'on nous associe aux décisions et qu'on sera... pas simplement des gens qui doivent remplir des questionnaires de plus en plus compliqués, mais des gens qui seront au cœur des décisions. Ça, c'est la première chose très positive. Mais quand même, il y a 3 ou 4 points dont je voudrais dire qui peuvent, malheureusement, je rebondis sur ce qui a été dit avant, contrebalancer tout ça. D'abord, je veux bien qu'on nous dise on va tous travailler ensemble, on va s'embrasser sur la bouche et tout, sauf que c'est pas vrai. Sauf qu'ici, tous les maires savent... Ah, il y a des territoires où ça se passe pas mal. Hein. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de bisbille politique, il n'y a pas de combat politique et il n'y a pas d'élection. Enfin, bien sûr qu'elles y sont. Bon, continuez. Non, mais ça existe. Et faire comme si ça n'existait pas et que ça n'était pas un handicap, je veux bien que je joue les bisounours, mais ce n'est pas tout à fait vrai. La deuxième chose, pardon, je vais revenir, c'est parce que vous avez proposé que ceux qui ne parvenaient pas à parler tout à l'heure le disent. Moi, je pense que tant qu'on aura des grandes surfaces qui nous menacent, on tuera les centres-villes. C'est aussi simple que ça. Chaque fois qu'il y a trop de grandes surfaces, ça tue nos centres-villes. Et pendant des années, pour un certain nombre de raisons pas très avouables, les maires n'ont pas hésité à donner des accords aux grandes surfaces, croyant que les 200 emplois, c'était 200 emplois de plus, oubliant les centaines d'emplois qui étaient supprimés. Ça, c'est quelque chose qui me semble, tout à l'heure, il y avait le monsieur qui présentait son rapport, il l'écarte d'un revers des mains, je crois que ça ne s'écarte pas, ça ne peut pas s'écarter, c'est un point central. Je voudrais dire aussi, on y a fait allusion, M. Vignal vient d'y faire allusion, il y a aussi, moi je suis maire, je ne suis pas le seul maire ici, le pouvoir des maires. Toutes les décisions qui sont prises par le pouvoir en place, pardon Patrick de te le dire, toutes les décisions font qu'on finira par être des maires d'état civil. Toutes les décisions prises. Maintenant, la politique du commerce, c'est aussi quelque chose qui pourrait échapper aux maires. Nous dépouiller sans arrêt du pouvoir pour le donner à des gens toujours plus loin des simples citoyens, c'est nous tuer à un moment donné, et je pense qu'on ne peut pas ne pas en faire état. Je veux bien que l'État nous aide, pardon, je ne vais pas être très long. Je veux bien que l'État nous aide, il le fait, mais enfin, moi je demande surtout à l'État de ne pas faire, lui, le contraire de ce qu'il dit. Dans ma ville, il ne se passe pas une année sans qu'une administration dépendante de l'État ferme pour aller dans la métropole. Je veux bien, je ne sais pas comment, peut-être que je suis le seul, mais je ne crois pas tout à fait, je veux bien qu'on s'aime aussi avec les métropoles. Moi, Montpellier, ça nous a tués. Tout est parti systématiquement à Montpellier. Il n'y a pas une administration qui, sous prétexte de rentabilité, de réorganisation, il a commencé par les chambres de commerce, pardon, nous on perd notre chambre de commerce. Et notre chambre de commerce, c'est des emplois. Et elle est où, la chambre de commerce? Départementalisée, ça veut dire quoi? Ça veut dire aller dans la capitale du département. Quand on ne l'est pas, on le paye chaque année. Et en pareil pour les entreprises publiques. Comment on peut nous dire, on va vous donner de l'argent, on va vous aider, et merci, attendez, moi je dis merci pour l'opération Cœur de Ville, mais en même temps, dans le même moment, voir des entreprises publiques qui quittent les territoires, les nôtres, pour aller où? Évidemment, dans les capitales régionales et dans les métropoles. C'est ça la réalité. Voilà, je voulais juste, pardon, de rappeler ça, parce que
Moi, j'ai écouté avec ce attention. risque qui était rappelé ce matin par le Premier ministre, justement, de centralisme régional. Mais oui, mais le centralisme, le jacobinisme, c'est quelque chose qui tue ce pays. Le problème, c'est pas seulement on brocardait Paris et le désert français, c'est les métropoles et le désert français. Alors, on va essayer de faire circuler la parole. Peut-être avant qu'elle remonte là-haut, Axel Verdière-Bargaoui, vous souhaitiez aussi intervenir. Juste rajouter une chose, je crois que nous sommes tous conscients que les villes telles que les nôtres constituent un élément fondamental de notre identité aujourd'hui et qu'effectivement, leur dynamique est un enjeu majeur dans la cohésion sociale et territoriale. On sait tous qu'effectivement, un centre-ville qui est dynamique a un impact forcé sur le reste du territoire et qu'à contrario, un centre-ville qui souffre a forcément des effets néfastes sur la dynamique globale de ce territoire. Pour autant, je crois qu'aujourd'hui, malgré toutes les interventions que nous pourrons avoir en termes de collectivités locales, en termes d'intervention publique, il y a un enjeu majeur aujourd'hui qui est de sensibiliser le consommateur. Et je crois que ça sera l'affaire du comportement de chacun, la survie et la dynamique des centres-villes. Il faut que nous soyons les premiers, individuellement, des consommateurs. Et c'est dans nos comportements individuels qu'on pourra peut-être aussi participer. Et de leur donner à la envie avec des initiatives comme celle que Bernard Morvan indiquait. Alors, on remonte, voilà, et c'est à vous, madame. Oui, bonjour. Je suis Emmanuelle Pradalier, je suis adjointe au maire à la mairie de Manosque dans les Alpes de Haute-Provence. Je tenais à attirer votre attention sur un sujet qui n'a pas été évoqué jusqu'à maintenant. C'est la difficulté pour un commerçant de transmettre son activité lorsqu'il part à la retraite. Et aujourd'hui, on a d'énormes difficultés à trouver des porteurs de projets. Surtout, ces porteurs de projets ont des difficultés parce qu'ils n'ont pas de soutien bancaire. Et on a un vrai souci en France, c'est qu'aujourd'hui, le commerce n'attire pas les banquiers et il n'accepte aucun financement sur des projets de commerce traditionnels de détail. Voilà, je souhaitais juste passer cette information. Vrai sujet que celui de la transmission. Hein. Alors c'est un sujet qui est évoqué dans toutes nos réunions. Sachez que nous, dans notre secteur d'activité, nous avions cherché à embarquer nos salariés également dans l'entrepreneuriat. Nous avions mis avec les AGFOS, qui est notre OPCA, des moyens pour finalement aboutir à 0 dossier. On a énormément de difficultés dans notre secteur à avoir des porteurs de projets qui veulent reprendre une entreprise. Ils vont plutôt opter pour la boutique à l'essai, voire la boutique éphémère, voire un emplacement qui n'est plus un emplacement de premier ordre où son activité ne sera pas viable, mais c'est leur choix. Et j'ai présidé une commission d'attribution de prix d'honneur. Également, on a parlé des plateformes Initiative France. C'est vrai que ces porteurs de projets, il faudrait qu'ils soient mieux accompagnés. Et il faudrait qu'il y ait peut-être que la BPI soit peut-être mieux dotée, mieux armée pour les accompagner, car souvent, les porteurs de projets sont des gens qui sont en reconversion d'activité et qui n'ont pas forcément, d'ailleurs, je ne vais pas dire le premier euro, parce qu'ils ont le premier euro, mais ils n'ont pas suffisamment d'apport personnel pour se lancer dans une aventure, car c'est une aventure d'être commerçant. N'oublions jamais, il a été dit ce matin que le commerçant débutant n'avait que 3,50 € de l'heure. Il n'y a pas que le commerçant débutant qui n'a que 3,50 € de l'heure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de commerçants qui, bien sûr, ne disent rien de leur situation, mais on voit arriver dans nos fédérations, nous, les courriers des mandataires judiciaires, qui nous font la démonstration que ça continue, la purge, elle continue. Et pardon de le dire, mais peut-être qu'il faudrait qu'il y ait un organisme qui soit un organisme de soutien aux commerçants en activité pour éviter d'arriver à cette situation. Alors, problème du commerce, problème de l'artisanat. Malheureusement, nous sommes tenus par le temps et on passe à une autre séquence. Je remercie nos intervenantes et intervenants de ce débat passionnant.